Le silence dans la salle du trône n'était pas un silence ordinaire. Ce n'était ni le calme du respect, ni celui de la méditation. C'était un silence de survie. Un silence si dense qu'il semblait peser sur les poumons, forçant chaque être présent à respirer lentement, prudemment, comme si l'air lui-même appartenait à l'impératrice et pouvait être retiré à tout instant. La salle s'étendait sur des centaines de mètres, sculptée dans une matière noire et iridescente qui absorbait la lumière au lieu de la refléter. Des piliers vivants, faits d'une chitine cristallisée, pulsaient doucement au rythme d'une énergie inconnue. Le sol était si lisse qu'il renvoyait des reflets déformés des dignitaires agenouillés, donnant l'impression que chacun avait une ombre tremblante, prête à trahir la moindre faiblesse. Personne n'osait bouger. Les représentants des mondes vassaux retenaient leur souffle. Les généraux de l'Empire gardaient leurs antennes rigides, parfaitement alignées selon le protocole. Les gardes impériaux, hauts de plus de 3 mètres, tenaient leurs armes énergétiques pointées vers le sol dans un angle précis, calculé pour tuer instantanément, sans endommager la structure sacrée de la salle. Au sommet des marches trônait l'impératrice. Elle ne bougeait pas, elle n'en avait pas besoin. Sa simple présence suffisait à rappeler à tous pourquoi l'Empire régnait sur 87 systèmes stellaires depuis plus de 12 siècles. Sa silhouette massive était partiellement dissimulée par une carapace aux motifs bioluminescents violets et noirs, dont les lignes fractales semblaient changer subtilement selon l'angle de vue. 4 bras reposaient sur les accoudoirs du trône, immobiles comme s'ils avaient été sculptés dans la pierre. Ses yeux multifacettés, d'un violet profond, observaient la salle sans vraiment se fixer sur quiconque. Elle n'avait pas besoin de regarder quelqu'un pour le juger. On racontait que l'impératrice n'avait jamais été touchée depuis son ascension au pouvoir. Pas par un amant, pas par un médecin, pas même par ses propres géniteurs avant leur exécution rituelle. Le contact physique était interdit. Impensable, sacrilège. Dans l'Empire, toucher l'impératrice équivalait à nier l'ordre cosmique lui-même. Et pourtant, au bas des marches, seul, se tenait un humain. Il s'appelait Elias Morel, bien que personne dans cette salle ne se soit donné la peine de mémoriser son nom. Pour eux, il n'était qu'une anomalie statistique. Un civil capturé lors d'une inspection de routine sur une station minière récemment annexée. Un technicien de maintenance, sans rang militaire, sans importance stratégique, trop insignifiant pour être une menace, trop fragile pour survivre longtemps. Elias sentait le froid du sol traverser la fine semelle de ses bottes usées. Ses mains étaient moites malgré la température glaciale. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles comme un tambour trop bruyant pour ce lieu sacré. Il avait déjà vu des créatures aliens auparavant. Mais jamais autant. Jamais comme ça. Chaque regard posé sur lui était chargé d'une curiosité hostile, d'un mépris tranquille, parfois même d'une faim à peine dissimulée. Il avait appris, durant les heures précédant cette audience forcée, que l'Empire syrien considérait la plupart des espèces comme des ressources temporaires, utiles jusqu'à preuve du contraire. Les humains n'avaient pas encore rappelé quelle catégorie leur était réservée. Un pass de traverse, pensa Elias. Un seul. Et je meurs ici. Une vibration, parcourut la salle. Pas un son, une intention. L'impératrice venait de décider quelque chose. Approche, dit-elle. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Elle se propagea dans la salle comme une onde de choc silencieuse, se glissant dans les os, les nerfs, les pensées. Le traducteur universel d'Elias mit une fraction de seconde de trop à interpréter le langage impérial, et cette fraction lui sembla interminable. Ses jambes hésitèrent avant d'obéir. Chaque pas vers le trône était un supplice. Le protocole n'avait jamais prévu qu'un humain s'avance seul dans la salle. Il n'y avait pas de marquage au sol adapté à sa morphologie. Pas de guide, pas de conseiller pour lui souffler ou poser le pied. Il avançait à l'aveugle dans un système qui n'avait jamais été conçu pour lui. À mi-chemin, il sentit des centaines de capteurs biologiques se braquer sur lui. Les gardes ajustèrent imperceptiblement la position de leurs armes. Le moindre faux mouvement déclencherait une décharge capable de vaporiser son corps, avant même que son cerveau ne comprenne ce qui s'était passé. Elias avala sa salive. Il pensait à des choses absurdes, à la cafetière défectueuse de la station, à la façon dont il avait oublié d'appeler sa sœur avant de partir en mission, à ce vieux réflexe humain qui consistait à penser à tout sauf à la mort quand elle devenait trop réelle. Arrivé au pied des marches, il s'arrêta. Il savait qu'il ne devait pas lever les yeux. Il savait qu'il devait s'incliner à un angle précis. Il savait que le moindre contact visuel prolongé pouvait être interprété comme un défi, mais il ne savait pas comment on s'inclinait devant une créature dont la biologie défiait tout ce qu'il connaissait.
L'hésitation dura moins d'une seconde. Une éternité dans cette salle. « Tu trembles », observa l'impératrice. Ce n'était pas une accusation, pas une moquerie. « Custe un constat ». Elias se rendit compte qu'elle avait raison, ses mains vibraient légèrement, trahissant son effort désespéré pour rester immobile. « Oui », répondit-il avant de pouvoir s'en empêcher. Un murmure parcourut l'assemblée. Répondre sans autorisation était déjà une infraction. Répondre honnêtement, presque une insulte. Elias ferma brièvement les yeux. « Tant pis ». L'impératrice inclina très légèrement la tête. « Les humains tremblent souvent », dit-elle. « Pourtant, vous continuez à avancer. » Elle se leva. Le mouvement fut lent, majestueux, et fit reculer instinctivement plusieurs dignitaires. La différence de taille entre elle et l'humain devint alors évidente. Elle le dominait non seulement physiquement, mais conceptuellement, comme si elle appartenait à une échelle différente de l'existence. « Approche encore », ordonna-t-elle. Elias obéit. Il ne vit pas immédiatement ce qui allait mal se passer. Il ne vit pas le bord légèrement surélevé de la marche suivante, conçue pour une démarche à 6 appuis, pas pour un bipède humain. Il ne comprit pas assez vite pourquoi son pied glissa. Tout ce qu'il sut, c'est que son équilibre céda. Le monde bascula. Par réflexe pur, primitif, humain, il tendit la main pour ne pas tomber, et ses doigts touchèrent l'impératrice. La salle du trône cessa de respirer. Le contact dura moins d'une seconde. Une fraction de temps si brève qu'aucun chronomètre impérial n'aurait jugé utile de l'enregistrer. Et pourtant, cette seconde suffit à fissurer 12 siècles d'ordre absolu. Les doigts d'Elias effleurèrent la surface de la carapace impériale, là où la matière bioluminescente se faisait plus souple, presque organique. Ce n'était ni froid ni chaud. C'était vivant, animé d'une énergie lente, profonde, comme un cœur ancien, battant sous des couches de pouvoir et de symboles. Puis le monde s'arrêta. Elias retira sa main, comme s'il venait de toucher une étoile en fusion. Son corps se figea, incapable de décider s'il devait tomber à genoux, reculer ou simplement accepter la mort qui allait suivre. Son cerveau humain, si prompt d'ordinaire à imaginer 1000 scénarios catastrophes, n'en trouva aucun pour celui-ci. Il n'y avait pas de précédent, pas d'histoire, pas de protocole. Toucher l'impératrice n'était pas une faute. C'était une impossibilité. Les armes des gardes impériaux s'illuminèrent dans un crépitement sec. Des centaines de champs de visée convergèrent instantanément sur le corps frêle de l'humain. Des systèmes automatiques calculèrent la trajectoire optimale pour l'éliminer, sans éclabousser la carapace sacrée de la souveraine. Plusieurs conseillers reculèrent d'un pas, leurs antennes plaquées contre leur crâne. D'autres détournèrent le regard, incapables d'assister à l'exécution imminente. Dans l'Empire syrien, la mort pouvait être spectaculaire, mais celle-ci serait rapide, propre, nécessaire. Elias sentit la pression dans sa poitrine s'intensifier. Il n'eut pas le temps d'avoir peur. « Stop !» Un seul mot. Les armes s'éteignirent instantanément, comme si elles n'avaient jamais été activées. Les systèmes de tir se verrouillèrent, les gardes figés dans une immobilité parfaite. Même les générateurs d'énergie de la salle semblèrent ralentir, leurs pulsations devenant presque imperceptibles. L'impératrice n'avait pas crié. Elle avait simplement décidé que le temps devait s'arrêter. Elias leva les yeux malgré lui. L'impératrice le regardait, pas comme on observe une proie, pas comme on évalue une menace. Elle le regardait comme on regarde une anomalie dans une équation parfaite, un chiffre impossible qui refuse de disparaître. Un frisson parcourut sa carapace, à peine visible, mais suffisamment pour être remarqué par ceux qui savaient observer. Les motifs violets s'illuminèrent brièvement, puis se stabilisèrent. Un conseiller osa s'avancer. « Majesté », dit-il d'une voix tendue, « le protocole est clair. Le contact, le protocole, coupa l'impératrice, n'a pas été conçu pour ce qui vient de se produire. » Sa voix n'était ni froide, ni en colère. Elle était troublée. Elias sentit ses jambes faiblir. Il se força à rester debout, par pur entêtement humain. S'il devait mourir, ce serait debout. « Humain », dit-elle en abaissant légèrement son regard vers lui. « Explique, explique. » Le mot résonna dans l'esprit d'Elias comme une absurdité totale. Expliquer quoi? Qu'il avait trébuché, qu'il n'avait pas voulu, qu'il avait simplement agi comme n'importe quel humain qui perd l'équilibre. « Je n'ai pas voulu, » répondit-il, sa voix tremblante, malgré lui. « J'ai glissé. J'ai juste essayé de ne pas tomber. » Un murmure parcourut l'assemblée. Essayer de ne pas tomber. Comme si la chute physique avait la moindre importance ici, l'impératrice observa ses mains. Des mains humaines. Nues. Fragiles.
Des mains qui n'étaient ni armées ni ornées de symboles de pouvoir. Des mains qui, pourtant, venaient de faire ce que personne n'avait fait depuis sa naissance. « Tu as agi par réflexe, dit-elle lentement. « Oui, Majesté. » Sans intention de défi, aucune. Elle resta silencieuse. Ce silence-là était différent de celui du début. Il n'était plus écrasant. Il était attentif. Dans son esprit, quelque chose se déplaçait. Une sensation persistante, localisée à l'endroit précis du contact. Une onde étrange, pas douloureuse, pas agréable non plus. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis jamais. Une tension ancienne, constante, invisible, venait de s'atténuer, très légèrement, assez pour être remarquée. L'impératrice plia imperceptiblement l'un de ses bras inférieurs. Une micro-réaction musculaire, un ajustement involontaire. Son corps, habitué à une rigidité parfaite, venait de répondre sans son autorisation. Les conseillers échangèrent des regards paniqués. Quelque chose n'allait pas. « Tu n'as pas retiré ta main immédiatement » observa-t-elle. Elias fronça les sourcils, surpris. « Je crois que si. » Enfin, dès que j'ai compris. « Non, dit-elle calmement. Tu as hésité. Une fraction de seconde. Il chercha ses mots. J'étais désorienté. » Elle inclina légèrement la tête, un geste rare, presque intime. Pourtant, durant cette fraction de seconde, tu n'as pas montré de peur. Elias sentit. Son cœur manquait un battement. Je crois que si, murmura-t-il. J'étais juste trop occupé à essayer de ne pas mourir pour le montrer. Un souffle parcourut la salle. Un souffle, ce n'était pas un bruit mécanique. Ce n'était pas un déplacement d'air causé par une machine. C'était l'impératrice. Elle venait d'expirer. Le haut conseiller fit un pas en arrière, ses écailles dorsales se hérissant de stupeur. Certains dignitaires baissèrent la tête, comme s'ils venaient d'assister à un sacrilège. « Fascinant », murmura l'impératrice. Le mot n'était destiné à personne en particulier. Elle leva lentement l'un de ses bras supérieurs et observa l'endroit précis où les doigts humains l'avaient touché. La carapace était intacte. Aucune trace, aucun dommage. Et pourtant, son corps se souvenait. « Majesté », insista un général, la voix tendue. « Cet humain doit être éliminé immédiatement. L'Empire ne peut tolérer. » « L'Empire, répondit-elle, ne tolère pas l'ignorance. » Ella se tourna vers Elias. « Humain. Comment t'appelles-tu » ?»« Elias. Elias Morel. »« Elias Morel, » répéta-t-elle avec une précision troublante. « Tu viens de faire ce que personne n'a jamais fait. Non par force, non par ruse, mais par accident. » Elle descendit une marche, puis une seconde. Les gardes se figèrent, incapables de croire ce qu'ils voyaient. L'impératrice se rapprochait d'un être inférieur sans barrière, sans champ de protection. « Sais-tu ce que cela signifie » demanda-t-elle. Elias secoua la tête. « Non, Majesté, moi non plus » admit-elle. La confession frappa la salle comme une onde de choc silencieuse. « Mais je sais une chose » ajouta-t-elle. « Tu ne mourras pas aujourd'hui. » Elias sentit ses jambes lâcher. Il tomba à genoux, le souffle court, submergé par un mélange incohérent de soulagement, de peur et d'incompréhension. « Garde impériale » ordonna l'impératrice en se redressant. « Cet humain est placé sous observation directe. Personne ne le touche, personne ne l'interroge, personne ne le punit. » Elle marqua une pause. Sans mon autorisation. Les mots tombèrent comme une sentence inversée. La mort avait été attendue. La survie venait d'être imposée. Elias releva lentement la tête. Il ne savait pas encore que cet instant, cette erreur impossible, venait de devenir le premier battement d'un empire différent. Mais quelque part, sous la carapace impériale, quelque chose venait de s'éveiller. Et cela ne pourrait plus jamais être ignoré. Le silence qui suivit l'ordre de l'impératrice n'était pas celui de la peur. C'était celui de l'incompréhension. Elias était toujours à genoux au pied des marches, les paumes posées contre le sol froid, essayant de reprendre le contrôle de sa respiration. Autour de lui, la salle du trône semblait figée dans une attente maladive. Les gardes n'avaient pas bougé d'un millimètre. Les conseillers évitaient de se regarder. Personne n'osait parler, comme si le moindre mot risquait de briser quelque chose de fragile et d'irréversible. Au sommet des marches, l'impératrice était immobile. Mais en elle, tout était agitation. La sensation persistait. Ce n'était pas une douleur. Ce n'était pas un plaisir non plus. C'était une absence. Une absence soudaine, presque vertigineuse, là où pendant des cycles innombrables, il n'y avait eu qu'une tension constante, profonde, normalisée au point de devenir invisible. Son corps,
conçu pour la domination et l'endurance, avait toujours obéi. Il avait porté le poids de 4 bras, de rituels immobiles interminables, de postures de pouvoir maintenues des heures durant sans la moindre variation. La douleur n'était pas une notion pertinente, elle était un bruit de fond, une donnée inutile. Jusqu'à maintenant, là où les doigts humains avaient touché sa carapace, quelque chose s'était relâché, infinitésimalement, suffisamment pour que son système nerveux, pourtant discipliné jusqu'à l'ascétisme, le remarque. L'impératrice plia lentement un bras inférieur, puis le redressa. Une onde de tension remonta le long de sa colonne. Non, pas de tension. Un souvenir de tension. Son regard se posa de nouveau sur l'humain agenouillé. Elias Morel. Un corps fragile, une physiologie inefficace, une espèce bruyante, émotive, statistiquement insignifiante face à l'Empire. Et pourtant, cet être venait de déclencher une réaction que ni les guerres, ni les complots, ni les tentatives d'assassinat n'avaient jamais produite. Il l'avait fait sans intention, sans calcul. « Relevez-vous, dit-elle. » Elias leva les yeux, incrédule. Lentement, il obéit, s'aidant de ses mains tremblantes pour se remettre debout. Sa tête arrivait à peine au niveau du thorax impérial. De si près, il pouvait voir les détails de sa carapace, les motifs fractales, les micropulsations lumineuses, les fines fissures cicatrisées que même les archives médicales de l'Empire n'auraient jamais osé documenter. Il sentit à nouveau la peur l'envahir. « Vous m'avez demandé d'expliquer, dit-il d'une voix hésitante. Je n'ai rien de plus à dire, j'ai juste perdu l'équilibre. Tu mens mal, observa l'impératrice. Il sursauta. Mais tu dis la vérité. Cette distinction sembla la satisfaire. Elle descendit une dernière marche. Il se faisait face maintenant, sans intermédiaire, sans barrière protocolaire. Un murmure paniqué parcourut les rangs des dignitaires, rapidement étouffé par le regard glacial d'un garde impérial. « Quand tu as touché mon corps, reprit-elle, qu'as-tu ressenti ?» La question frappa Elias de plein fouet. « Quoi ? Ta sensation, ton instinct, ta pensée immédiate ?» Il avala sa salive. « Honnêtement, toujours. » Il hésita. Chaque fibre de son être lui hurlait que répondre mal à cette question pouvait être plus dangereux que le contact lui-même. Mais une autre partie de lui, plus ancienne, plus humaine, se souvenait reminder de ce qu'il avait sauvé jusque-là, l'honnêteté brute. « J'ai pensé que vous alliez tomber aussi. » Un murmure choqué parcourut la salle. L'impératrice cligna lentement des yeux. « Explique. »« J'étais en train de tomber, » dit Elias. « Et, quand j'ai touché quelque chose de solide, mon cerveau n'a pas pensé impératrice. Il a pensé appui, quelque chose à quoi se raccrocher, pour ne pas entraîner quelqu'un d'autre avec moi. » Il se tut, conscient de l'absurdité de ses paroles. « Je n'ai pas réfléchi en termes de rang, juste de poids, d'équilibre. » L'impératrice resta silencieuse. Un long moment, puis elle fit quelque chose d'inédit. Elle tourna légèrement son torse, juste assez pour exposer le côté de sa colonne, là où la carapace se faisait plus fine, plus flexible, là où les plaques chitineuses se chevauchaient avec une précision millimétrique. « Là, dit-elle, c'est ici que tu as touché. » Elias hocha la tête. « Oui. Savais-tu que cette zone supporte l'essentiel de la charge asymétrique de mes membres supérieurs? » « Non. » « Savais-tu que cette tension est constante depuis 42 cycles? » « Non, » répéta-t-il doucement. « Pourtant, ton contact a provoqué une réaction musculaire corrective. » Les conseillers échangèrent des regards paniqués. « Majesté, » dit l'un d'eux en s'avançant prudemment, « ce sujet est inapproprié pour une audience publique. » L'impératrice tourna lentement la tête vers lui. « Tout rappel de la réalité est inapproprié pour ceux qui préfèrent les mythes, » répondit-elle. Le conseiller recula immédiatement. Elle se tourna de nouveau vers Elias. « Dis-moi, humain, ton espèce traite-t-elle la douleur ?» Il cligna des yeux. « Oui. Enfin, pas toujours bien. Mais oui. » Comment? Il haussa légèrement les épaules. « On écoute, on observe, on touche parfois, pas pour dominer, pour comprendre ce qui est tendu, ce qui compense autre chose. Les corps racontent des histoires, même quand on ne veut pas les entendre. Ces mots n'étaient destinés à personne d'autre qu'à elle. Et elle les entendit. Quelque chose vibra sous sa carapace. Pas une faiblesse, une reconnaissance. « Personne ne m'a jamais demandé ce que mon corps racontait, » dit-elle enfin. La phrase tomba comme un aveu interdit. Dans l'assemblée, plusieurs dignitaires détournèrent le regard, comme s'ils venaient d'assister à une transgression encore plus grave que le contact physique. « Il me demande ce que l'Empire exige, » poursuivit-elle, « ce que la stratégie impose, ce que la peur maintient.
mais jamais. Cela. Elle fit un geste vague, englobant son propre corps. Tu as touché sans demander, humain. Et pourtant tu n'as rien pris. Elias sentit une boule se former dans sa gorge. Je suis désolé si je vous ai fait mal. L'impératrice secoua lentement la tête. Non. Tu as fait l'inverse. Elle s'approcha d'un pas supplémentaire. La distance entre eux était désormais dangereusement intime. Dis-moi, Elias Morel, si je te demandais de reproduire ce contact, saurais-tu où poser ta main? La salle du trône sembla vaciller. Elias sentit son cœur s'emballer. Majesté, je ne sais pas si... Je n'ai pas dit maintenant, coupa-t-elle. Je demande si tu en serais capable. Il réfléchit, puis hocha lentement la tête. Oui, dit-il. Je crois que oui. Un frisson parcourut la carapace impériale. Pas de peur. D'anticipation. Alors écoute-moi attentivement, dit l'impératrice en se redressant. Tu resteras au palais, sous ma protection directe. Tu ne seras ni interrogé ni puni. Tu ne quitteras pas cet endroit sans mon accord. Elle se tourna vers l'assemblée. Ce qui s'est produit ici ne sera pas consigné comme une faute, mais comme une observation. Sa voix se fit plus dure. Et quiconque prétendra que l'impératrice est intangible sera coupable de mensonge impérial. Les mots glacèrent la salle. Elias comprit, avec un frisson tardif, qu'il venait de franchir une frontière invisible. Il n'était plus un prisonnier. Il n'était pas libre. Il était certes devenu quelque chose de bien plus dangereux. Quelqu'un qui avait fait ressentir à l'impératrice ce que personne, en 12 siècles, n'avait osé lui rappeler. Qu'elle avait un corps, et que ce corps pouvait, enfin, être entendu. Elias comprit qu'il n'était plus un prisonnier le moment où les portes se refermèrent derrière lui sans bruit de verrouillage. On ne l'avait pas conduit vers une cellule. On l'avait escorté vers une aile du palais. Le couloir s'étendait devant lui comme une artère vivante. Les parois organiques pulsaient d'une lumière douce, synchronisée avec un rythme qu'il devina être celui de la structure elle-même. Le sol s'adaptait subtilement à chacun de ses pas, corrigeant sa démarche, compensant son équilibre. Tout ici était conçu pour des corps qui n'étaient pas le sien, et pourtant, pour la première fois depuis sa capture, le monde ne semblait pas vouloir le faire tomber. Les gardes impériaux marchaient à distance précise, pas trop près pour intimider, pas trop loin pour paraître négligents. Leurs armes restaient visibles, mais abaissées. Ce détail, minuscule en apparence, était un choc culturel en soi. Personne ne lui parlait, personne n'osait. Dans l'Empire syrien, être sous protection impériale directe était un statut qui n'existait presque pas. On était soit au-dessus de tout, soit en dessous de tous. Elias se retrouvait dans un espace vide entre les deux, une anomalie sociale que le système ne savait pas encore classer. On lui attribua des quartiers. Les mots lui semblaient absurdes. La pièce aurait pu contenir plusieurs appartements terriens. Le plafond s'élevait à une hauteur vertigineuse, traversé de nervures bioluminescentes, projetant une lumière crépusculaire permanente. Une paroi entière donnait sur l'extérieur, révélant la planète impériale en contrebas. Une sphère immense, striée d'océans acides et de continents luminescents, entourée de vaisseaux qui ressemblaient à des prédateurs en sommeil. Elias s'assit lentement sur la surface Reminder qui tenait lieu de lit. Elle s'ajusta immédiatement à sa morphologie. Il resta là, immobile, pendant de longues minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je suis encore vivant. La pensée revenait sans cesse, incapable de se fixer. Il avait touché l'impératrice. Il avait survécu. Pire encore, il avait été invité à rester. Un carillon discret vibra dans l'air. La porte organique s'ouvrit silencieusement, révélant une silhouette familière, le haut conseiller Carrette. Ses écailles dorsales étaient moins rigides qu'auparavant, un signe de tension profonde chez les Iriens. Ses yeux multifacettés observaient Elias avec une intensité mêlée de curiosité et d'inquiétude. « Tu comprends ce que tu es devenu » demanda-t-il sans préambule. Elias cligna des yeux. Honnêtement, non. Carrette s'avança de quelques pas, puis s'arrêta, respectant une distance soigneusement calculée. « Tu es une variable instable, dit-il. L'Empire est bâti sur des certitudes, sur des mythes répétés jusqu'à devenir des lois biologiques. Tu as fissuré l'un d'eux. » « Je n'ai rien fait exprès, murmura Elias. « C'est précisément le problème, répondit le conseiller. Les actes intentionnels peuvent être punis, les accidents changent les systèmes. » Il marqua une pause. « L'impératrice ne montre jamais de faiblesse. »« Elle n'en a pas montré, » répliqua Elias avec une prudence instinctive. « Elle a juste ressenti quelque chose. »« Kharet le fixa longuement. » Fais attention à tes mots, humain. La frontière entre ces deux concepts est ce qui maintient l'Empire debout. Il se tourna pour partir,
puis s'arrêta. Elle te convoquera bientôt. Quand elle le fera, souviens-toi d'une chose. Ce qui l'a intrigué chez toi n'est pas ton toucher, c'est ton absence de calcul. La porte se referma derrière lui. Elias resta seul à nouveau. Les heures passèrent sans qu'il s'en rende compte. De la nourriture apparut sur une surface adjacente, adaptée à sa biologie. Quelqu'un, quelque part, avait pris le temps de vérifier ce qui ne le tuerait pas. Ce détail le troubla plus que tout le reste. Puis, sans avertissement, l'air changea. Pas un son, pas un mouvement visible. Juste une pression subtile, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Elias Morel. La voix de l'impératrice résonna directement dans l'espace, sans source apparente. « Suis-moi ». La paroi opposée se rétracta, révélant un couloir plus étroit, plus sombre, dont les pulsations lumineuses étaient plus lentes, plus profondes. Elias se leva, inspira profondément et avança. Il comprit rapidement qu'il se dirigeait vers une zone interdite, les quartiers privés de l'impératrice. Là où aucun dignitaire, aucun garde, aucun serviteur n'entrait sans autorisation explicite. Là où le pouvoir n'était pas performatif, mais réel. La chambre impériale était étonnamment sobre. Pas de trône, pas de symbole de domination, juste des surfaces organiques, des lumières tamisées et une immense ouverture donnant sur l'espace. Les étoiles y semblaient plus proches, comme si le palais avait été construit autour de cette vue précise. L'impératrice se tenait dos à lui, sans carapace cérémonielle. Sa structure dorsale était partiellement exposée, protégée seulement par des plaques plus fines, plus flexibles. Elias sentit son estomac se nouer. « Tu trembles encore » observa-t-elle, sans se retourner. « Oui, admet-il. »« Bien. Cela signifie que tu n'as pas cessé d'être conscient du danger. » Elle se tourna lentement. De si près, Elias remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus. De minuscules marques de fatigue, des zones où la bioluminescence était légèrement irrégulière. Des signes qu'un corps, même impérial, accumulait les conséquences du temps. « Tu m'as parlé de corps qui racontent des histoires, dit-elle. Je veux que tu écoutes le mien. » Il hésita. « Majesté, je ne suis pas médecin. »« Moi non plus, » répondit-elle calmement. « Et pourtant, j'ai porté ce corps pendant 42 cycles sans jamais l'écouter. Ella s'approcha d'un pas. Je ne te demande pas de me soigner. Je te demande de reproduire ton instinct. Explique-moi ce que tu perçois. » Sans agir, Elias inspira profondément. Il observa. La posture rigide, le poids distribué de manière asymétrique, la microtension permanente au niveau de la jonction dorsale, les compensations musculaires invisibles mais constantes. « Vous vous tenez comme si le monde allait s'effondrer si vous relâchiez ne serait-ce qu'un millimètre, » dit-il doucement. Elle ne répondit pas immédiatement. « Et s'il s'effondrait » demanda-t-elle enfin. « Alors, » répondit Elias, « quelqu'un d'autre le porterait un instant. C'est comme ça qu'on tient longtemps. » Le silence qui suivit était chargé. « Montre-moi » dit-elle. Ce n'était pas un ordre, c'était une demande. Elias s'approcha lentement, conscient que chaque pas qu'il faisait était un pas vers l'irréversible. Il leva la main, s'arrêta à quelques centimètres de sa carapace, cherchant une confirmation. « Tu peux » dit-elle. Il posa ses doigts exactement là où son corps se souvenait. Le contact fut différent cette fois. Volontaire, contrôlé, et l'impératrice xyrienne, souveraine d'un empire invincible, laissa échapper un souffle qu'elle ne chercha pas à retenir. Pas un soupir de plaisir, un soupir de relâchement. Elias comprit alors que ce qu'il faisait n'était plus un accident. C'était un choix, et que ce choix, aussi simple qu'un contact humain, était être la chose la plus dangereuse qui soit arrivée à l'Empire depuis sa fondation. Le premier changement ne fut ni visible ni officiel. Il se produisit dans le silence. Elias ne sut pas combien de temps il resta immobile, après que ses doigts eurent quitté la carapace impériale. Une seconde, une minute, le temps semblait se dissoudre dans cet espace privé où le protocole n'avait plus de prise immédiate. L'impératrice demeurait droite, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Une infime différence, presque imperceptible, comme si une tension ancienne avait enfin accepté de se déplacer. « Ne retire pas encore ta main, » dit-elle doucement. Elias obéit, le cœur battant. Il n'y avait plus de garde, plus de témoins. Juste un humain et l'être le plus puissant de l'Empire, relié par un contact qui aurait été considéré comme une hérésie absolue quelques heures plus tôt. « Là, » murmura-t-elle. « Tu senses » Elias ferma les yeux un instant pour se concentrer. Sous ses doigts, la carapace n'était pas rigide comme il l'avait imaginé. Elle répondait. Elle compensait. Elle retenait. « Vous contractez ici pour protéger autre chose, » dit-il. « Mais ce quelque chose n'est plus menacé.
Vous pourriez relâcher un peu. Je ne relâche jamais, répondit-elle. Ce n'était pas une déclaration de fierté. C'était un fait. Elias inspira profondément. Sur Terre, dit-il, on apprend parfois trop tard que tenir en permanence n'est pas de la force. C'est juste retarder l'effondrement. Il sentit la résistance sous ses doigts. Une lutte silencieuse, pas contre lui, mais contre une habitude vieille de décennies. Puis, lentement, presque douloureusement, la tension céda d'1 millimètre. L'impératrice frissonna, pas de manière spectaculaire, pas comme une faiblesse visible, mais assez pour qu'Elias le sente, assez pour que son propre souffle se bloque. « Ne t'arrête pas, dit-elle. » La phrase n'était pas un ordre, c'était une supplication maîtrisée. Ils ne parlèrent plus pendant de longues minutes. Elias se contenta d'écouter ce que son corps lui racontait, ajustant la pression, déplaçant ses doigts avec prudence, comme il l'aurait fait sur un moteur fragile ou une structure sous contrainte. Il ne cherchait pas à corriger, juste à accompagner. Quand il recula enfin, ses mains légèrement tremblantes, l'impératrice resta immobile. « C'est étrange, dit-elle finalement. En bien ou en mal, en réel. » Le mot résonna lourdement. Le lendemain, les conséquences commencèrent. Elias fut convoqué à l'aube impériale par Carrette. Le conseiller semblait plus tendu que jamais. Ses antennes vibraient légèrement, signe d'un stress qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. « Tu as passé combien de temps avec elle ?» demanda-t-il sans détour. « Je ne sais pas, » répondit Elias honnêtement. « Je n'ai pas regardé. C'est un problème, » dit Carrette. « Tout ce qui concerne l'impératrice doit être mesuré, quantifié, archivé. Peut être que c'est ça, le problème, » murmura Elias. Le conseiller le fixa, puis détourna le regard. « Ce que tu fais est dangereux, humain. Je ne fais rien de politique. »« Justement, » répondit Carrette. « Tu fais pire. » Il activa un écran holographique. Des rapports défilaient, des observations, des micro-variations dans le comportement impérial. Elle a écourté une audience de 12 minutes. Elle a modifié une posture cérémonielle. Elle a respiré différemment. Chaque point était marqué en rouge. Les généraux parlent, poursuivit le conseiller. Les prêtres aussi. Ils disent que quelque chose s'affaiblit. S'affaiblit au change, demanda Elias. Carrette ne répondit pas immédiatement. Dans notre culture, dit-il enfin, ces deux mots sont synonymes. La tension monta rapidement. Les séances privées continuèrent, mais elles n'étaient plus totalement secrètes. Des serviteurs remarquèrent que l'impératrice passait plus de temps hors de la salle du trône. Des conseillers notèrent qu'elle posait des questions inhabituelles, pas sur les résultats, sur les coups, pas sur la victoire, sur l'endurance. Un général osa, un jour, commenter, devant témoins. L'Empire n'a pas besoin que son souverain se sente bien. Il a besoin qu'elle soit inébranlable. Le silence qui suivit fut glacial. Inébranlable ne signifie pas insensible, répondit l'impératrice. Et l'insensibilité n'est pas une vertu stratégique. Ce fut la première fissure publique. Elias le sentit immédiatement. L'air de la cour changea. Les regards qu'on lui lançait n'étaient plus seulement curieux. Certains étaient hostiles, calculateurs. La vulnérabilité, comprit-il, n'était pas seulement un tabou. C'était un crime. Un soir, Carrette revint le voir. Cette fois, sans détour, sans masque. « Il y a une faction, » dit-il. « Ils veulent que cela cesse. »« Quoi ? C'est là. Toi. » Le mot resta suspendu entre eux. « Ils disent que tu es une contamination. Une idée dangereuse. Que si l'impératrice peut être soulagée, alors elle peut être atteinte. Que si elle peut relâcher, alors elle peut céder. » Elias sentit un nœud se former dans son ventre. « Et qu'est-ce qu'ils veulent faire ?» Carrette le regarda droit dans les yeux. « Ils veulent la convaincre que ce que tu lui apportes n'est pas de l'aide, mais une dépendance. » Le lendemain, l'impératrice convoqua Elias plus tôt que prévu. Elle se tenait près de la fenêtre, observant l'espace. Sa posture était différente, plus équilibrée, mais son regard trahissait une tension nouvelle. « On me dit que je change, » dit-elle sans se retourner. « C'est vrai, » répondit Elias. « On me dit que c'est dangereux. » Il hésita, puis choisit la seule option qui lui restait. « C'est vrai aussi. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Explique. » « Ce que vous faites, dit-il, c'est montrer que même l'impératrice a un corps, des limites, des besoins. Pour un empire bâti sur l'illusion de l'infaillibilité, c'est révolutionnaire. » Elle resta silencieuse. Mais, ajouta-t-il, continuer comme avant était aussi dangereux, juste plus lentement. L'impératrice inspira profondément. Elias remarqua qu'elle le faisait maintenant consciemment. « Si je recule, dit-elle,
Ils diront que tout cela n'était qu'une faiblesse passagère. Si je continue, ils diront que je trahis l'Empire. Ou, suggéra Elias, ils apprendront que l'Empire peut survivre sans se briser à force de se crisper. Elle le fixa longuement. Tu comprends que cela pourrait te coûter la vie? Oui. Et tu continues quand même? Elias hocha la tête. Parce que si je pars maintenant, tout ce que nous avons fait devient une anomalie à effacer, pas un changement à intégrer. Une long silence suivit. Puis l'impératrice fit quelque chose que personne n'aurait cru possible. Elle baissa légèrement les épaules. Alors reste, dit-elle, et fais ce que tu sais faire. Et si cela vous met en danger? Elle le regarda avec une intensité nouvelle. Alors, pour la première fois, quelqu'un partagera ce danger avec moi. Elias comprit à cet instant que la ligne était franchie. La vulnérabilité n'était plus seulement un acte privé. Elle devenait un choix politique. Et dans un empire où la faiblesse était un crime, ils venaient, ensemble, de commettre la plus grave des transgressions. Le changement ne resta pas confiné longtemps au couloir feutré du palais. Les empires, comme les organismes vivants, sentent les variations de pression avant même d'en comprendre la cause. Une hésitation dans une décision, une posture légèrement modifiée, une audience écourtée sans justification officielle, autant de micro-signaux qui, pris séparément, ne signifiaient rien, mais qui, ensemble, formaient un motif inquiétant. L'Empire observait. Elias le comprit le jour où il entra dans la salle du trône et sentit l'atmosphère se refermer sur lui comme une mâchoire. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était de l'évaluation. Les dignitaires présents ce jour-là étaient plus nombreux que d'ordinaire, des représentants de systèmes périphériques, des amiraux rarement visibles hors de leur flotte, même 2 membres du clergé impérial, reconnaissables à leurs insignes organiques incrustés dans la chair. Leur présence signifiait une chose. Quelque chose devait être jugé. L'impératrice trônait au sommet des marches, majestueuse comme toujours. Mais Elias, désormais attentif aux détails invisibles, remarqua immédiatement ce qui avait changé. Son poids était mieux réparti, sa respiration plus profonde. Ses épaules, imperceptiblement, n'étaient plus verrouillées. Pour la plupart des êtres présents, cela n'avait aucune importance. Pour ceux qui vivaient de l'interprétation du pouvoir, c'était une alarme. Audience ouverte, annonça un héros. Les affaires s'enchaînèrent. Rapports militaires, quotas de production, rébellion écrasée aux marges de l'Empire. L'impératrice écoutait, posait des questions, validait. Tout semblait normal, jusqu'à ce que cela ne le soit plus. Secteur de Niartel, annonça un amiral. Résistance locale neutralisée. Nous recommandons une purge complète pour prévenir toute récidive. Silence. Un silence trop long. Avant, l'impératrice aurait acquiescé. La purge était la réponse standard, efficace, définitive. Crainte garantie. Mais elle ne répondit pas immédiatement. Elias sentit son cœur se serrer. Détaille le coup, dit-elle enfin. L'amiral cligna des yeux. Le coup. Majesté, ressources engagées. Perte collatérale. Temps de reconstruction nécessaire pour rendre le secteur de nouveau productif. Un murmure parcourut la salle. Les coûts n'étaient pas un sujet impérial. La force était supposée être infinie. La question elle-même était déstabilisante. Les pertes civiles sont acceptables, répondit l'amiral avec prudence. La dissuasion ne répond pas à ce que je n'ai pas demandé, coupa l'impératrice. Sa voix était calme. Trop calme. Réponds à la question. L'amiral s'exécuta, mal à l'aise. Les chiffres tombèrent, précis, froids. Des vies réduites à des variables. L'impératrice resta silencieuse un moment de plus. Puis elle dit, purge suspendue. Réévaluation stratégique requise. La salle du trône explosa de murmures. Suspendue. Ce mot n'existait presque pas dans le vocabulaire impérial. Un dignitaire osa s'avancer. Majesté, dit-il, toute hésitation est interprétée comme une faiblesse par nos ennemis. L'impératrice se leva lentement. Alors qu'ils interprètent, répondit-elle. Nous observons. Elle se tourna légèrement. Son regard se posa, pour une fraction de seconde seulement, sur Elias. Ce fut suffisant. Le message se répandit comme une onde. L'humain était impliqué. Dans les jours qui suivirent, les regards changèrent. Certains évitaient Elias comme s'il était contagieux. D'autres le scrutaient avec une fascination presque religieuse. Des serviteurs ralentissaient imperceptiblement leur passage à proximité de lui. Des officiers cherchaient des excuses pour se trouver dans la même pièce. L'idée s'insinuait lentement, dangereusement. Si l'impératrice pouvait changer, alors le changement était possible. Carrette vint le voir tard dans la nuit. Tu es devenu visible,
dit-il sans détour. Je l'étais déjà, répondit Elias. Non. Avant, tu étais une anomalie privée. Maintenant, tu es un symbole public. Elias soupira. Je n'ai jamais voulu ça. Aucun symbole ne le veut, répondit le conseiller. C'est ce qui les rend efficaces. Il activa un écran. Des flux d'informations défilaient. Discussions cryptées, rapports de loyauté, indicateurs de stabilité idéologique. Certains mondes vassaux ont suspendu des purges locales, dit-il. D'autres demandent des clarifications sur les nouvelles directives impériales. Et les factions dures? Demanda Elias. Carrette eut un rictus sans joie. Elle s'organise. La confrontation ne tarda pas. Lors d'une audience restreinte, un haut prêtre impérial prit la parole. Sa voix résonnait avec l'autorité de siècles de dogmes. L'impératrice est le pilier immuable de l'ordre cosmique, déclara-t-il. Toute modification de sa conduite remet en question la légitimité divine de l'Empire. L'air devint lourd. Vous suggérez donc, répondit l'impératrice, que l'ordre cosmique dépend de mon incapacité à ressentir. Le prêtre hésita. La perfection exige le sacrifice, Majesté. Alors écoute ceci, dit-elle. Elle descendit une marche, puis une autre. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. J'ai sacrifié mon corps pendant 42 cycles au nom de cette perfection, poursuivit-elle. Et cela n'a pas renforcé l'Empire. Cela l'a rigidifié. Elle inspira profondément. Elias sentit, même à distance, la différence. Un pilier qui ne fléchit jamais finit par se fissurer. Un pilier qui sait absorber la contrainte tient plus longtemps. Le prêtre recula, déstabilisé. L'Empire ne tombera pas parce que j'écoute, conclut-elle. Il tombera si je continue à ignorer ce que chaque être ici sait au fond de lui. La force qui refuse d'évoluer se transforme en fragilité. Le silence qui suivit n'était plus hostile. Il était pensif. Ce soir-là, Elias se retrouva seul dans ses quartiers, incapable de dormir. Il regardait les étoiles, conscient du poids qu'il n'avait jamais demandé à porter. Il comprit alors que le changement avait franchi un point de non-retour. Ce n'était plus une relation intime entre deux êtres. C'était une onde qui parcourait l'Empire, lente mais implacable, remettant en question des certitudes gravées dans la chair et le sang. Et quand un empire commence à se regarder lui-même, il n'y a que deux issues possibles, la transformation ou la rupture. Elias ignorait encore laquelle l'attendait. Mais une chose était certaine, l'Empire observait. Et il n'oublierait pas ce qu'il avait vu. Les révolutions ne commencent pas toujours par des cris ou des batailles. Certaines commencent par un ajustement presque invisible, une posture modifiée, une question posée au mauvais moment, un silence qui s'étire là où une réponse automatique aurait suffi. Dans l'Empire syrien, ces micro-variations s'accumulaient désormais comme des tensions tectoniques. Elias le constata dans les détails les plus anodins. Les audiences étaient plus longues, non parce qu'elles traînaient, mais parce que l'impératrice laissait les rapports se dérouler jusqu'au bout. Elle n'interrompait plus dès que la conclusion semblait évidente. Elle demandait « Pourquoi ?» puis parfois « À quel prix ?» Des mots simples, presque innocents, mais qui forçaient ses interlocuteurs à réfléchir au-delà du protocole. Certains s'adaptaient, d'autres résistaient. Un officier de flotte osa un jour dire, lors d'une réunion stratégique, « Majesté, si nous passons autant de temps à considérer chaque conséquence, nous perdrons l'avantage de la rapidité. » L'impératrice inclina légèrement la tête. « Et si nous passons trop peu de temps à les considérer, répondit-elle, nous perdrons quelque chose de plus difficile à reconquérir. La légitimité. » Le mot fit l'effet d'une onde de choc. Légitimité. Dans un empire fondé sur la peur et l'efficacité brutale, ce concept était presque subversif. Elias, désormais présent à certaines réunions en tant qu'observateur silencieux, sentait les regards se poser sur lui à chaque fois que l'impératrice déviait du script impérial. Il n'avait pas besoin de parler. Sa simple présence suffisait à rappeler l'origine de ces changements. Il était devenu, malgré lui, un symbole vivant. Mais les symboles ont un prix. Un soir, Carrette entra dans ses quartiers sans préambule, ses écailles ternies par le stress. « Ils ont décidé, » dit-il. « Qui ? » Le conclave des systèmes centraux. Ils tolèrent l'expérimentation tant qu'elle reste réversible. Elias sentit son estomac se nouer. Et qu'est-ce qu'ils considèrent comme irréversible ? Carrette soutint son regard. Toi, le mot resta suspendu. Ils estiment que tant que tu es ici, les changements peuvent être attribués à une influence extérieure temporaire, une anomalie humaine. Si tu pars, alors les décisions de l'impératrice deviendront indiscutablement siennes. Elias comprit immédiatement. Ils veulent que je parte pour la protéger. Ou pour se protéger d'elle,
corrigea le conseiller. Le lendemain, l'impératrice convoqua Elias dans ses quartiers privés. Elle n'était pas en tenue cérémonielle, pas de carapace ornementale, juste sa structure naturelle, fonctionnelle, presque dépouillée. Cette vision, autrefois impensable, était devenue étrangement normale. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui. Il pense, Reminder, que je changerai moins si tu t'en vas. » Elias hésita, puis parla. « Et vous ? Qu'en pensez-vous » Elle s'approcha de la fenêtre, observant la planète en contrebas. Les lumières des cités impériales formaient des réseaux complexes, vivants. « J'ai régné 42 cycles en croyant que l'immobilité était la stabilité, » dit-elle. « Tu m'as montré que c'était une illusion confortable. » Elle se tourna vers lui. « Mais un empire ne peut pas évoluer s'il s'appuie éternellement sur une seule anomalie. » Elias sentit une pointe de douleur. « Vous me demandez de partir. Je te demande si tu es prêt à le faire, » corrigea-t-elle. Le silence s'installa entre eux. Un silence différent de tous les autres, chargé de reconnaissance, de respect, et d'une mélancolie que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. « Si je pars, » dit Elias lentement, « ils diront que tout ce qui s'est passé était une influence étrangère temporaire. Et si tu restes, » répondit-elle, « ils diront que je ne suis plus capable de régner seul. » Il hocha la tête. « Alors, il n'y a qu'une option. » Elle cligna des yeux. « Laquelle ? » « Je pars. Mais pas comme une expulsion, comme un choix que vous assumez publiquement. » L'impératrice le fixa longuement. « Tu me demandes de déclarer que je n'ai plus besoin de toi. »« Non, » dit Elias doucement. « Je vous demande de déclarer que vous avez appris. » Elle resta silencieuse longtemps, puis elle inclina la tête. « Tu as compris mieux que la plupart de mes conseillers. » La décision fut annoncée lors d'une audience publique. L'impératrice se leva devant la cour assemblée. Elias se tenait en retrait, visible mais silencieux. « L'humain Elias Morel quittera le palais impérial, » déclara-t-elle. « Non par sanction, non par nécessité politique, mais parce que l'Empire n'emprisonne pas ceux qui lui ont été utiles. » Un murmure parcourut la salle. Son influence n'était pas une faiblesse, poursuivit-elle. Elle fut un rappel, et ce rappel est désormais intégré. Elle se tourna légèrement vers Elias. « Tu m'as montré que la force qui accepte de se sentir n'est pas moins forte. Elle est plus durable. » Il sentit sa gorge se serrer. Les jours suivants furent étranges. Les serviteurs osaient désormais lui parler. Certains le remerciaient discrètement. D'autres évitaient son regard, incapables de décider s'il était un héros ou un hérétique. Des représentants d'autres espèces demandèrent à le rencontrer. Il ne voulait pas de secret militaire. Il voulait comprendre. « Comment avez-vous fait ?» demanda un diplomate d'un monde voisin. Elias haussa les épaules. « Je n'ai rien fait. J'ai juste traité ces quelqu'un comme un être vivant au lieu d'un symbole. » La veille de son départ, l'impératrice le convoqua une dernière fois, pas dans la salle du trône, dans un espace plus petit, presque intime. « Tu sais, » dit-elle, « beaucoup me craignent moins maintenant. Est-ce un problème ?» Elle réfléchit. « Certains me respectent davantage. D'autres attendent que je faiblisse. Ils attendront longtemps. » Elle esquissa ce qui ressemblait à un sourire imperceptible. « Tu as changé plus que mon corps, Elias Morel. Tu as changé la manière dont je porte l'Empire. » Elle fit un pas vers lui. « Et toi, que vas-tu faire maintenant ?» Il sourit faiblement. « Rentrer chez moi, essayer de vivre avec ce que j'ai appris. Peut être raconter cette histoire, même si personne ne me croira. Certains te croiront, dit-elle, parce qu'ils voudront croire que même un empire peut apprendre à respirer. » Le jour du départ, Elias monta à bord de la navette qui le ramènerait vers l'espace humain. Alors que les portes se fermaient, il jeta un dernier regard vers le palais. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait à l'Empire syrien, mais il savait une chose. La révolution la plus profonde qu'il avait vue n'avait pas été une guerre, ni un renversement de pouvoir. C'était un empire qui avait appris, lentement, prudemment, à relâcher un peu sans s'effondrer. Et parfois, pensa-t-il alors que la navette s'éloignait, la plus petite révolution est celle qui permet simplement à quelqu'un de tenir plus longtemps sans se briser. Le départ d'Elias ne fit pas de bruit. Aucun cortège, aucune annonce dramatique, aucune fanfare impériale. La navette quitta l'orbite de Xir Prime dans un silence presque respectueux, se fondant dans le trafic régulier des vaisseaux impériaux comme si elle n'avait jamais existé. Pour la majorité de l'Empire, ce n'était qu'un événement administratif de plus, une anomalie corrigée, une note de bas de page dans les archives. Mais pour ceux qui avaient appris à regarder autrement, quelque chose venait de se refermer et de s'ouvrir à la fois. Elias regardait les étoiles défiler à travers le hublot, les mains posées sur ses genoux, immobile.
Il ne ressentait ni triomphe, ni regret, seulement une fatigue profonde, étrange, mêlée d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il ne rentrait pas victorieux. Il ne fuyait pas non plus. Il repartait allégé. Sur Shield Prime, la vie continua. Les audiences reprirent leur rythme. Les flottes poursuivirent leurs patrouilles. Les chiffres, les rapports, les stratégies continuèrent d'être empilées dans des couches de données presque infinies. En surface, l'Empire syrien demeurait ce qu'il avait toujours été, immense, redoutable, structuré. Mais sous cette surface, quelque chose s'était déplacé. L'impératrice syrienne se tenait seule dans la salle du trône vide. Pas pour une audience. Remindez pas pour une cérémonie. Juste pour être là. Elle n'avait pas convoqué de garde. Les portes étaient ouvertes, mais personne n'osait entrer. Les piliers vivants pulsaient doucement, projetant une lumière calme, presque respirante. Elle descendit lentement les marches du trône, sans hâte, attentive à chaque mouvement de son corps. Elle inspira. Et pour la première fois de son règne, elle remarqua consciemment ce que cela faisait. L'air entra plus profondément qu'avant. Ses muscles ne se crispèrent pas immédiatement pour compenser une posture parfaite. Il y eut un léger tremblement dans l'un de ses membres inférieurs minuscules, invisible pour un œil non averti. Elle ne le supprima pas, elle le laissa exister. Dans l'Empire, les rumeurs se transformèrent peu à peu en récits. On disait que l'impératrice posait désormais des questions étranges, qu'elle autorisait des ajustements locaux au lieu d'imposer des purges immédiates, qu'elle avait commencé à consulter des spécialistes du corps, de l'endurance, de la récupération des disciplines autrefois jugées inutiles, voire honteuses. On disait aussi qu'elle écoutait, pas toujours, pas partout, mais parfois, et parfois suffisait à tout changer. Karet observait ces évolutions avec un mélange de crainte et d'émerveillement. Lui qui avait servi l'Empire toute sa vie comprenait désormais ce que personne n'avait osé formuler avant. La stabilité absolue était une illusion coûteuse. Une posture figée finit toujours par rompre. Un empire qui refuse de trembler se brise. Les mondes vassaux commencèrent à adapter leur propre structure. Timidement, prudemment, une audience plus longue ici, une décision réévaluée là. Ce n'était pas une révolution déclarée, c'était une contagion lente, presque invisible. L'idée que la force pouvait inclure l'adaptation. Du côté humain de la galaxie, Elias mit du temps à rentrer. Il passa par plusieurs stations, accepta un poste temporaire, répara des systèmes de survie, des conduits, des moteurs fatigués, des choses simples, tangibles. Chaque fois qu'il posait les mains sur une structure défaillante, il repensait à ce qu'il avait appris. Si quelque chose est trop tendu, il ne casse pas tout de suite. Il casse plus tard, plus violemment. Un soir, dans un bar anonyme d'une station périphérique, quelqu'un reconnut son nom. « C'est toi », dit une voix hésitante, celui de l'histoire. Elias soupira. « Quelle version ?» Celle où tu as touché une impératrice et survécu. Il esquissa un sourire fatigué. « Ce n'est pas comme ça que je la raconterai. »« Comment alors ?» Elias réfléchit un instant. Comme l'histoire d'une personne qui avait mal, et d'une autre qui a remarqué. La personne hocha lentement la tête, comme si cette réponse lui suffisait. Des années plus tard, dans la salle du trône impérial, quelque chose d'inédit se produisit. Lors d'une audience publique, un général présenta une stratégie agressive, efficace sur le papier, mais coûteuse à long terme. Les chiffres étaient bons, les probabilités de victoire élevées. L'impératrice écouta, puis elle dit « J'ai commis une erreur similaire il y a 20 cycles. La salle, c'est figea. » Elle n'ajouta pas d'excuses. Elle n'offrit pas de justification. Elle reconnut simplement le fait. « Nous ajusterons », conclut-elle. Un murmure parcourut l'assemblée. Pas de panique, pas de scandale. Quelqu'un applaudit. Un autre suivit. Puis plusieurs. Le son était hésitant, irrégulier, mais réel. Dans cet instant, l'Empire comprit quelque chose que ses ennemis n'avaient pas encore saisi. Il n'était pas devenu plus faible. Il était devenu plus souple. Et la souplesse, dans un univers en constante mutation, était être la forme la plus rare de puissance. Sur une planète lointaine, Elias regardait un lever de soleil artificiel se refléter sur les parois métalliques d'une station humaine. Il n'était ni célèbre ni oublié, juste présent. Il pensa parfois à l'impératrice, pas comme à une souveraine, comme à quelqu'un qui avait appris à écouter son propre corps après trop longtemps passé à l'ignorer. Il se demanda si elle se souvenait encore du tremblement. Il espérait que oui, parce que trembler, avait-il compris, ne signifiait pas tomber. Trembler, c'était reconnaître la charge. C'était ajuster la prise. C'était accepter que même ce qui est immense doit parfois bouger pour durer. Et quelque part, dans le vaste cosmos, un empire continuait d'exister,
un peu moins rigide, un peu plus conscient, un peu plus vivant. Tout ça parce qu'un jour, un humain avait trébuché, et qu'au lieu de mourir pour cela, il avait rappelé à l'univers entier qu'aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut durer éternellement sans apprendre, au moins une fois, à respirer.